Salut à tous, ici Ophélie. Vous êtes sur un nouvel épisode de La Gagne. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'avec Martin et Clément, nous interviewons sur ce podcast de grands sportifs français. Toutes les 2 semaines, nous avons l'honneur de recevoir à notre micro un grand champion et nous retraçons avec lui l'une des compétitions les plus marquantes de sa carrière. Il y a un mois de ça, l'équipe de basket de Bourges, les Tangos, passait dans notre région pour disputer un match. Avec Martin et Clément, nous avons évidemment sauté sur l'occasion pour rencontrer Laetitia Guapo, avec qui nous échangions déjà depuis plus de 6 mois. Ça y est, le bon moment pour une interview et la mise en place d'un défi gagne se présentait enfin à nous. Et quel honneur pour nous, quand on sait aujourd'hui que Laetitia Guapo, championne de France de 3x3, s'est qualifiée ce dimanche 29 mai 2021 pour les JO de Tokyo. Le basket 3x3, c'est un dérivé du basket classique en 5-5, comme on a l'habitude de le voir, qui se joue sur un demi-terrain de basket professionnel avec 3 jeux sur le terrain et une remplaçante. Letty vous réexplique toutes les règles en détail dans l'épisode. Mais revenons-en d'abord au parcours impressionnant de notre super athlète. Joueuse de basket de haut niveau, Letty a toujours voulu poursuivre ses études. Elle nous explique comment elle a réussi à obtenir un Master 2 et à passer son concours de professeur de PS avec brio, métier qu'elle exercera plus tard. Vous connaissez le concept, les winners ? Letty revient bien sûr sur sa gagne, ce moment qui l'a particulièrement marqué dans sa carrière. Elle nous dévoile alors ses émotions et ses sensations lorsqu'elle devient championne de France en Ligue 2 avec le CBBS, club de basket de Charnay-les-Mâcons, match auquel nous avions assisté avec Martin et Clément. Petit clin d'œil à notre ami Antoine Griezmann qui faisait aussi partie du public. Autant vous dire que toutes les étoiles étaient parfaitement bien alignées ce soir-là pour la gagne. Letty a des rêves à réaliser. Encore oui, Tokyo lui ouvre ses portes. On a hâte de te suivre, Letty, sur le petit écran cette fois-ci. Merci pour tout. Très bonne écoute, les winners. Bonjour Laetitia. Bonjour. Merci beaucoup de nous donner cette interview, on est trop contents. Ça me fait très plaisir déjà que vous ayez pensé à moi, que vous m'ayez sollicité, et puis je suis très contente de faire partie de ce petit podcast. Ouais, c'est trop bien. On se rejoint ici parce que tu joues un match demain dans notre région, donc on a pris cette opportunité. Letty, je vais te demander... Ouais, t'as vu, je t'appelle Letty, tranquille. Très bien, il n'y a pas de souci. Tu m'as dit que tout le monde t'appelait comme ça. Tout le monde m'appelle comme ça, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, nous dire quel sport tu pratiques ? Je suis Laetitia Guapo, j'ai 25 ans, je suis basketteuse professionnelle au Tango de Bourges et je suis aussi en équipe de France de 3 contre 3. Et c'est d'ailleurs précisément de ça, je pense qu'on parlera un peu plus tout à l'heure. Toi, tu pratiques ce sport depuis ton plus jeune âge, le basket, c'était un choix tout de suite ? Oui, j'ai commencé à 8 ans le basket dans mon petit village à côté de Clermont-Ferrand, donc il n'y avait pas non plus une tonne de sport. Ma maman faisait du basket et mon papa du foot, donc j'ai été vers le basket et depuis je ne l'ai jamais quitté. Voilà. Donc après j'ai fait les sélections un peu départementales, régionales, etc. Et c'est comme ça que de fil en aiguille je suis un peu montée vers le haut niveau. Je me demandais, donc je sais que tu es prof de PS comme Martin, et du coup je me demandais comment tu as fait pour combiner tout ça, pour à la fois faire du haut niveau et en même temps pouvoir passer tes diplômes, etc. En 4e, j'ai intégré un sport-études, donc le CREPS de Vichy. Donc, ce qui était bien, c'est que à chaque fois, on conciliait études et basket. Donc, de un entraînement par semaine dans mon petit village, je suis passée à un entraînement par jour, voire 2 entraînements par jour. Et je pouvais aller en cours aussi parce que soit les profs venaient au CREPS, soit on allait au collège, mais on avait des emplois du temps aménagés, donc c'était bien. Et après, j'ai été à l'INSEP à Paris, pareil, passé un bac S. On n'était que 15 par classe et on avait beaucoup moins d'heures de cours que des élèves normaux. On n'avait pas EPS par exemple, on avait des fois 30 minutes de moins que par exemple en maths on avait sûrement un peu moins que des élèves normaux, mais ça nous permettait de pouvoir nous entraîner 2 fois par jour, et le fait d'être sur place, de pas avoir à prendre des bus, etc., on pouvait commencer les cours un peu avant, donc c'était bien. J'ai pu concilier les deux, j'ai eu un peu de la chance de pouvoir avoir ces structures là. Et après, pour mes études supérieures, c'est vrai que ça n'a pas été toujours facile. Il a fallu s'accrocher. J'ai eu de la chance d'avoir des coachs assez conciliants,
avec lesquels j'ai pu vachement échanger et voilà, moi je sais que c'était non négociable quand je signais quelque part, c'était pour le basket mais aussi pour mes études. Donc voilà, à chaque fois avant de signer mon contrat, je le mettais un peu dans mon contrat entre guillemets et je voyais avec le coach pour pouvoir aller au moins en cours de 8h à 10h, puis aller à l'entraînement, retourner en cours. Voilà. C'est vrai que les autres filles elles dormaient pendant ce temps ou elles faisaient la sieste, etc. J'avais pas cette occasion-là. Mais au moins je me suis dit, au moins je prépare mon avenir et je suis sûre de où j'irai après le basket et on sait jamais s'il m'arrive quelque chose, j'aurai mon petit diplôme qui m'attendra au chaud. Ouais, trop bien. Putain, donc waouh, t'étais déterminée quoi. Ouais, mais j'avais besoin de ça aussi. Oui, j'étais déterminée parce que je savais que je voulais faire ça. Après, j'avais besoin de voir d'autres personnes, de pas parler tout le temps que de basket, de voir d'autres étudiants et d'avoir une vie étudiante au final parce que c'est vrai qu'avec le basket on voit les beaux côtés, mais c'est aussi du sacrifice quand même. Mais dans tous les sports, c'est pareil. C'est vrai qu'on n'a pas de week-end, on n'est pas souvent chez nous, on est parti très tôt de chez nous, on profite pas trop de notre famille. Donc c'est vrai que j'avais ma famille basket, mais j'avais besoin d'avoir une famille aussi études, etc. Donc ça m'a fait du bien, j'avais besoin de ça en tout cas. Ouais, socialement c'est plus riche, t'as des copains partout. C'est ça. On tisse des liens un peu dans toutes les villes, par où on passe. C'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'à chaque fois quand on part de ces villes-là, de ces clubs et tout, on a tissé des liens tellement forts, avoir été un peu H24 avec, mais bon, c'est super enrichissant et puis voilà, je sais que j'ai de la famille un peu partout en France. On sait que tu es numéro 1 mondial de 3-3. Comment c'est venu le 3-3 ? Parce que du coup, tu évolues dans des équipes où tu joues en 5 contre 5. Et donc, comment ça se fait que tu as reçu ce titre ? Alors donc oui, je joue en 5 contre 5, mais donc depuis à peu près en fait le 3-3 vient du basket de rue. Les premiers championnats d'Europe, championnats du monde ont été lancés vers 2010 à peu près. Et depuis, donc moi j'avais touché au début au 3-3 à l'INSEP et après j'ai été rappelé au 3-3 grâce aux universitaires d'ailleurs. J'ai été appelé pour faire les championnats du monde universitaires de 3-3 et de là après en fait le sélectionneur national m'a appelé en équipe de France de 3-3. Donc j'ai d'abord été sparring partner, après j'ai passé mon concours de prof et après j'y suis retournée. Et le statut de numéro 1 mondial, en fait, c'est pas que mes performances personnelles, c'est aussi les performances collectives. En fait, si on gagne des matchs, si on gagne des tournois, on va gagner un certain nombre de points et qui vont être additionnés à des points individuels en fonction des statistiques. Voilà, donc ça fait un peu un ranking et ça fait un peu comme au tennis. Voilà, ça, on est classé individuellement, mais aussi collectivement aussi quoi. Salut Laetitia, merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi d'avoir joué le jeu au petit défi gagne que nos auditeurs ont la chance de découvrir mercredi. Ils verront qui a gagné le défi gagne. C'est peut-être une surprise, on peut l'annoncer. Il y avait du niveau, je tiens à le dire. Je vais revenir un petit peu sur le 3-3. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les règles de ce sport ? Oui, donc le 3-3 se joue déjà sur un demi-terrain de basket traditionnel. Ça se joue en extérieur. Donc voilà, il y a de la musique, alors qu'au basket 5-5, pendant les phases de jeu, on n'a pas de musique, alors que là au 3-3, la musique ne s'arrête jamais. Donc au 3-3, on n'a pas de coach. On a un coach en fait entre les matchs, etc. Il a le droit de nous parler, mais pendant les matchs, il est dans les tribunes et il n'a pas le droit de nous parler. On est une équipe de 4. Donc il y a 3 joueurs sur le terrain et une remplaçante, mais qui n'est pas vraiment remplaçante parce qu'en fait c'est tellement intense qu'on tourne à chaque arrêt de jeu, enfin à chaque ballon mort. Les matchs durent 10 minutes ou 21 points. Les points, donc c'est un 2 points au 5-5 vaut un seul point au 3-3 et un 3 points au 5-5 vaut que 2 points au 3-3. Si on arrive à 21, du coup, même s'il reste 3 minutes de temps de jeu, le match est fini. On a 12 secondes pour attaquer le cercle au lieu de 24 au 5-5. Quand il y a un panier marqué, il n'y a pas de remise en jeu. Il n'y a jamais de remise en jeu. En fait, on prend le rebond, on doit ressortir de la ligne des 3 points qui est 2 points au 3-3 et on pourra attaquer. Voilà les fautes, on n'a pas de fautes personnelles, c'est que des fautes collectives. Donc si je veux, je peux faire 10 fautes, mais en fait on va être pénalisé. Au bout de 6 fautes, on va avoir des lancers francs et après ça a changé, mais au bout de, je crois que 7 fautes, on a lancé franc plus possession. Et en fait, voilà, s'il y a 10 fautes, c'est 2 lancers francs plus possession. Donc là, autant dire, si c'est serré, c'est perdu, quoi. Et quelles sont les caractéristiques qu'il faut pour être une bonne joueuse de 3-3 ? Après, chacun a ses caractéristiques, je pense, mais c'est vrai que c'est tellement intense que
il faut être assez endurant. Et puis que ça soit en attaque ou en défense, il faut qu'on soit très agressif. Voilà, au 3-3, il y a un peu une devise, pas de sang, pas de faute. Et du coup, voilà, les fautes pour le public, si on n'est pas très connaisseur, on voit direct quand il y a une faute, on comprend pourquoi l'arbitre siffle, contrairement au 5-5 où des fois on voit pas tout le temps pourquoi il y avait faute, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Là, en général, ça se voit bien. Et donc toi, tu représentes l'équipe de France depuis combien de temps maintenant ? Je l'ai vraiment intégré depuis 2019. On sait qu'il y a un grand événement sportif qui va se dérouler cet été. On sait que l'équipe de France a un tournoi de qualification à faire. Tu vas bien sûr y participer. C'est pour bientôt en plus ? C'est ça, j'espère y participer. La sélection n'est pas encore passée. Je suis dans les 8 dernières, là. Ils en prennent 4. Donc j'espère que je serai dans l'équipe et que je pourrai essayer de qualifier la France aux Jeux Olympiques. Et c'est quand ce tournoi alors ? C'est fin mai, du 24 au 29, un truc comme ça. Mais... Bonjour Laetitia, à moi de te remercier encore de nous avoir accepté cette interview au micro de la GAN Podcast. Moi j'aimerais remonter un petit peu le temps. Comment en fait tu es tombé dans ce sport ? Tu as dit que ta maman était basketteuse, ton papa footballeur. Est-ce que tu as essayé les deux ou c'était vraiment que basket ? Non, j'ai vraiment essayé que basket. J'adorais courir en général, etc. Mais c'est vrai que le foot, j'ai jamais eu beaucoup d'intérêt pour le foot. J'adorais aller voir mon père jouer, mais ça s'arrêtait là. Et à quel moment tu as su que tu avais des capacités en fait pour réussir dans ce sport ? Est-ce que tout de suite tu as su que... Pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout, je le faisais vraiment pour plaisir. J'ai une famille très sportive, mais personne n'est du monde professionnel, donc voilà, chaque fois que j'étais prise à une sélection, mes parents ils me disaient « Oh, c'est trop bien, tu vas découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles salles, c'est toujours bon à apprendre, tu vas apprendre plein de nouvelles choses. » Et voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça, mais jamais je m'étais dit que j'en arriverais là aujourd'hui. C'était pas forcément mes objectifs du tout. Enfin, pour moi, quand je regardais par exemple à la télé les grandes compétitions, j'avais un peu des étoiles dans les yeux, mais je me disais ça doit être cool d'être à leur place, mais jamais je m'étais dit que ça aurait été un de mes objectifs un jour, quoi. Forcément, à un moment, tu as dû te le dire quand même, que tu avais cette capacité de... ces personnes que tu regardais à la télé, d'en faire partie. Est-ce que c'est ça. Tu te rappelles un peu ce moment où tu te dis, tiens, c'était en 4e, tu m'as dit que tu as intégré... Le Krebs, oui. Le Krebs. Justement, au Krebs, là, je me suis dit, ça commence à devenir sérieux. Et c'est vraiment quand j'ai intégré l'INSEP et que je voyais que j'étais avec toutes les personnes que je voyais au JO, que ce soit les athlètes, les judokas, les gymnastes, etc. J'étais en cours avec eux, je mangeais avec eux le midi. Là, je me suis dit, ça devient sérieux quand même. On parlait de contrat professionnel après. Enfin, c'était un monde que je connaissais pas du tout. Donc voilà, là, je me suis dit, ça commence à être sérieux. Et puis voilà, ça doit être cool. Après, je me suis toujours dit aussi, continue de faire ça tant que tu prends du plaisir. Le jour où tu prendras plus de plaisir, tu raccrocheras. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant avec toi, c'est quand même, tu as gardé tes études à côté par peur de pas réussir ou est-ce que c'était un peu une sorte d'échappatoire en disant, si j'ai pas ça, j'aurai autre chose ? C'est pas par peur de pas réussir, mais c'est vrai que j'ai toujours été très ambitieuse, j'ai toujours bien marché à l'école, j'avais beaucoup de facilité. Et j'adore m'instruire, j'adore transmettre aussi. Donc c'est vrai que pour moi, c'était mon complément et mon bien-être. J'avais besoin de ça pour être bien dans ma tête, dans mes baskets et ces choses toutes bêtes. Mais quand j'étais un peu blessée au basket, à l'école ça allait pas forcément. Quand à l'école ça allait pas forcément, au basket ça allait. C'était pareil. Donc je sais que j'ai besoin de ça pour mon équilibre personnel. Là maintenant j'ai eu mon concours, j'ai fini mon master, etc. Je continue à vouloir faire passer d'autres formations. T'en as jamais assez en fait, voilà, c'est ça. J'en ai jamais assez, j'ai besoin de ça. Et pourquoi prof de PS ? Pourquoi prof de PS ? À la base, pas du tout. J'avais essayé de faire une première année de médecine quand j'étais à Nice. Et avec le basket, les 2 entraînements par jour, autant vous dire que c'était très compliqué. Je pense. Voilà. Et du coup, donc, un peu par dépit, au début, j'ai été en STAPS. Ne dis pas ça, je suis prof de PS aussi, moi. Non, mais c'est vrai, mais je vais dire, au début, c'était vraiment par dépit. Je m'étais dit, j'ai eu un bac S avec mention et tout. Je vais en STAPS, c'est un peu pour les gens qui ne veulent pas trop travailler. Et au final, j'ai été en STAPS et j'ai été vraiment étonnée.
Et j'ai vraiment adoré mes 5 années en STAPS. J'ai vraiment passé des trop bons moments. Les cours, c'était vachement... j'apprenais plein de choses. En plus, du coup, j'apprenais aussi pour ma propre pratique du basket et du sport en général. Donc, c'était super intéressant. Et du coup, j'adorais transmettre. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer la filière enseignement, et voilà, de fil en aiguille, j'ai passé mon concours, je l'ai eu, et je suis très heureuse. Franchement, j'ai trop aimé mes années où j'ai enseigné, donc j'ai hâte de pouvoir continuer plus tard en fin de carrière. Et tu dis que tu continues de te former, c'est toujours dans tout ce qui est le domaine de la santé, du sport, etc. Ou c'est d'autres choses ? J'avais fait une petite formation en nutrition pour m'aider. Après, j'ai voulu passer l'agrégation juste après mon master, mais c'est vrai que j'avais aussi besoin de prendre du temps pour un petit peu plus prendre du temps pour moi, pour pouvoir m'étirer après les entraînements, mieux dormir, mieux manger, pas manger dans ma voiture entre l'entraînement et les cours et tout. Donc c'est vrai que l'agrégation, je me suis dit bon allez, un petit peu plus tard peut-être. Et là je fais une formation d'anglais pour le basket, mais aussi pour plus tard les cours, si je veux aller enseigner autre part, ou si j'ai des élèves étrangers, etc. Donc voilà. Du coup, moi, je vais revenir un petit peu sur ta partie entraînement. En 4e, tu intègres donc le Krebs. Le Krebs. À partir de ce moment-là, tu as des entraînements tous les jours et c'est hebdomadaire. On a entraînement tous les jours, match le week-end. Donc on joue en championnat français. À l'INSEP, pareil. Et les étés, c'était les équipes de France jeunes. Donc en gros, je m'arrêtais pas trop. Ouais. Ouais, il n'y a pas beaucoup de coupures dans une saison de basket, en fait, quand on est au très haut niveau. C'est ça. C'est ça. Là, par exemple, cette année, j'espère qu'on ira jusqu'en finale avec Bourges. Le dernier match de la finale sera le 15 mai et je partirai le 16 mai directement pour le 3-3. Donc voilà, et quand j'avais joué à Charnay il y a 2 ans, mon été 2019, c'est ça, on a fait championne de France Ligue 2 et je suis partie dès le lendemain en équipe de France de 3-3, donc ça a été rapide aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton ascension dans la Ligue féminine professionnelle de basket? Du coup, après l'INSEP, j'ai signé mon premier contrat à Nice. Donc là, on était en première division. Cette année-là, on est descendu en 2e division. Je suis restée 3 ans à Nice. Donc la 2e année, 2e division. On a fait championne de France, on est directement remonté. Et après, justement, pour pouvoir continuer à allier basket et études, j'avais fait le choix de descendre en Ligue 2. Donc, je suis partie à Rouen en Ligue 2. Aussi, ça me permettait d'avoir plus d'importance dans une équipe, plus de temps de jeu, prendre plus d'expérience, etc. Donc, 1 an à Rouen en Ligue 2. Après, je suis partie à Reims, où j'ai passé mon concours de prof. J'étais en Master 1 en même temps et j'étais toujours en Ligue 2. Et après, quand j'ai eu mon concours, Master 2, je l'ai fait à Lyon et j'étais enseignante à Bourg-en-Bresse et je jouais à Charnay-les-Macons pendant 2 ans. Donc première année, on a gagné le championnat et on est monté en première division. Et deuxième année, c'était l'année dernière, on n'a pas pu finir. On essayait de se maintenir et Covid oblige, voilà. Et maintenant, me voilà arrivée à Bourges. Dans l'une des plus gros palmarès du basket féminin. Ouais, c'est ça. C'est, je pense, le plus gros club français actuel. Donc. Et puis vous êtes en tête, hein, donc oui, vous êtes aujourd'hui le plus gros club. C'est quoi un peu les concurrents derrière l'Asvel L'Asvel, Basketland, Charleville. Du coup, maintenant, Laetitia, on va parler, si tu le veux bien, de ta gagne. Un moment dans ta carrière, en fait, qui t'a marqué. Est-ce que tu aurais une date à nous faire partager à nos auditeurs et à nous-mêmes? C'est dur parce qu'il y a quand même beaucoup de dates comme ça, mais je dirais à Charnay, quand on a fait championne de France de Ligue 2, j'avais passé vraiment déjà une année de ouf cette première année-là. Le fait qu'on gagne en plus à domicile, c'était vraiment euphorisant. C'était le 25 mai 2019 du coup. Et voilà, c'est la journée, je m'en rappellerai toute ma vie, je pense. Le soir du match, c'était contre Toulouse. Il y avait Griezmann dans les tribunes. Vous étiez là aussi. On était là. Et non, c'est les meilleurs souvenirs, quoi. On a fait un match de ouf. On avait gagné le premier match, perdu chez elle le deuxième match. Et là, c'était le troisième match qu'il fallait gagner. C'était en 2 victoires. Donc, c'est ça. Pour en revenir un peu à ceux qui connaissent pas forcément comment ça se passe au basket. En fait,
en Ligue 2, vous faites aussi des playoffs. C'est ça. Vous étiez déjà très bien placé, vous avez fini première, c'est ça? Ouais. Et du coup, vous avez rencontré donc Toulouse. Vous avez gagné le premier match à la maison. On a perdu là-bas. Vous perdez là-bas. Et donc c'était en 2 victoires. Donc troisième match chez nous. Et là déjà on savait que chez nous, la petite salle du COSEC, etc. C'est difficile de venir y jouer. C'est vrai que Charnay s'est réputé pour être toujours des matchs un peu intenses dans cette salle. Et c'est vrai qu'on s'était dit on peut pas perdre, quoi, pas après tout ce qu'on a fait. On avait fini première de la saison et tout ça. C'est pour ça qu'on avait l'avantage du terrain. Et c'est vrai que on avait un peu des ailes et on était vraiment, le public était à fond derrière nous. La salle était bondée. Je sais plus combien il y avait de places, mais ils avaient déjà dû pousser les murs pour rajouter au moins 500 places. Il y avait un écran dehors. Tout le monde était sur le parking. Enfin, moi, il y avait ma famille, il y avait des amis. C'était génial, quoi. C'est trop des bons souvenirs. On va revenir un peu à cette partie. Comment tu l'as préparée, cette partie? Est-ce que avec tes coéquipières, vous sentez qu'il y avait quelque chose à faire ou vous étiez plus dans le on verra comment ça se passe et on essaiera de réagir? En fait, moi déjà à la base, quand j'avais signé à Charnay, c'était un club ambitieux, mais on s'était jamais dit on veut monter en Ligue féminine. Le club n'était pas du tout prêt pour monter en Ligue féminine, ou du moins c'était pas du tout les objectifs à la base. Au final, plus la saison avançait, plus ils se sont rendus compte qu'il allait falloir avoir un petit peu plus de moyens, un petit peu plus de subventions, et au final, pourquoi pas jouer la montée, parce que ça serait l'année peut-être ou jamais. Et du coup, quand on arrive en finale et qu'on sait qu'on va avoir 2 voire 3 matchs, dans l'équipe c'était pas toujours tout rose. C'était même compliqué, mais je sais que souvent des fois quand on est un peu trop copines, sur le terrain ça se passe pas forcément très bien. Là on n'était pas forcément toutes très copines, et pourtant franchement on avait tout le même état d'esprit, toute la même rage de vaincre. On se battait toutes. On était toutes, on n'était pas du tout les meilleures joueuses sur le papier. Quand on voyait notre roster, on n'était pas forcément les meilleures joueuses. On se disait, d'ailleurs, les pronostics n'étaient pas du tout pour nous, étaient beaucoup plus pour Toulouse. Et au final, en fait, on avait toute la même envie. On avait les dents qui rayaient le parquet, le couteau entre les dents et tout. Gagne. Non, mais c'est ça, on avait la gagne en nous. Et du coup, on l'a fait. On avait, notre identité défensive, l'agressivité qu'on mettait. C'est vrai que Mathieu, le coach, il a cette envie-là de toujours être agressif, et en fait il construit ses équipes autour de ça avec les moyens qu'il a, mais du coup il prend tout le temps des filles qui ont envie de se battre comme ça, donc voilà. T'as beaucoup, je me rappelle plus, pourtant j'y étais. T'as beaucoup joué durant ce match? Oui, la saison en Ligue 2, jouais beaucoup, et ce match-là, oui, j'avais beaucoup joué aussi. Ouais. Et souvent, toi, tu préfères te positionner comment sur le terrain? Enfin, Moi, je suis en poste de jeu, je suis ailière arrière. Après ça dépend comment le coach veut m'utiliser, mais en gros, je suis assez agressive en attaque et en défense. Je cours beaucoup, et j'essaie de shooter à 3 points. De les mettre, ça dépend. En tout cas, j'essaie. Non, et puis j'essaie de me battre, de défendre dur, et puis voilà. Et justement, est-ce que tu te rappelles si t'as marqué par exemple beaucoup de paniers, ou est-ce que t'as plutôt un souvenir collectif du truc? C'était vraiment c'était vraiment collectif, mais je me rappelle que des fois, on a 24 secondes pour toucher le cercle, au moins que le ballon touche le cercle. Et il y a des fois, je voyais, il restait 2 secondes, et premier shoot que je prends, il reste, je pense, 2 secondes ou 1 seconde, je shoot mes mains gauches alors que je suis droitière, et il rentre. Et je me dis, mais en fait, ce soir, voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ça. J'ai dit, ce soir, il peut rien nous arriver. Et je crois que pendant le match, on en a mis 2 ou 3 comme ça. Et en fait, on marchait sur l'euphorie du public, l'euphorie, les sensations qu'on avait. Et je vous l'ai dit en off tout à l'heure, mais je voyais des étoiles ce soir-là pendant le match. Oui. Alors, je sais pas si c'était parce que j'étais en hypo, si c'était l'euphorie, la chaleur de la salle, etc. Mais enfin voilà, je me rappelle que je voyais des étoiles pendant le match, que des fois, j'étais même plus très lucide, quoi. Tellement que c'était euphorisant, et qu'on était, que c'était un match de ouf. Ouais, c'est trop bien. Ça me fout la chair de poule. Ok, bon, du coup à la fin vous avez bien fêté ça. On a bien fêté ça avec Martin d'ailleurs. C'est ça qui est sympa aussi dans ces clubs-là, c'est que du coup vous avez fêté ça, mais avec aussi
plein d'autres gens qui... En fait, c'est ça. En plus, déjà, à Charnay, dans les autres clubs, il y a des VIP. Là, à Charnay, cette année-là, c'était sur le terrain. Ouais. Donc, tout le monde était VIP. Voilà, c'est ça. En fait, les partenaires, sponsors, etc., normalement, restent à la fin du match. Et là, c'était sur le terrain. Donc, ils déballaient des grandes moquettes. Et puis, en fait, vu qu'en plus, Charnay, terre de vignoble, etc., on avait de quoi faire. Donc, c'était pas mal. N'abusez pas de l'alcool, bien sûr, mais non, ce soir-là, il y avait quelque chose à fêter. C'est vrai qu'on a passé une super soirée, tous ensemble, partenaires, fans, public, famille, joueuses, staff, etc. Tout le monde a un très bon souvenir, et je pense que c'est vrai que ça a fait parler de Charnay, le petit village, et puis c'était ouf, quoi. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu pratiques ce sport? C'est pour avoir ce style de ressenti, ces victoires c'est ça. Je pense que on fait tous du sport pour avoir des émotions, vivre des moments forts. Et là, c'est vrai que dans la victoire, moi, je sais que je fais un sport d'équipe pour ça aussi, pour partager des moments avec mes coéquipières, mes coachs, mais aussi le public. C'est vrai que là, cette année, avec le Covid, par exemple, le fait de jouer dans des salles vides, c'est tellement différent. Enfin, on n'a pas des fois ce surplus de détermination ou le petit déclin qui pourrait faire qu'on va passer devant alors que c'est serré, ou qu'on va continuer à engendrer notre écart, etc. Mais voilà, c'est vrai que de partager tout ça ensemble, etc., c'est génial. J'imagine que ça change tout, parce que oui, comme tu le dis, t'as pas le public qui va crier, et du coup ça va te remettre dans ton truc, et tu vas y croire. Là, t'es obligé de compter que sur toi-même pour y croire. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai qu'heureusement qu'on est une équipe, justement, parce qu'on arrive à soutenir, à se motiver les unes les autres. Mais c'est vrai que c'est différent. Là, avant les matchs et tout, d'habitude, il y a le public qui crie notre nom ou qui nous applaudit, etc. Mais là, non, il y a personne. Donc c'est différent, mais bon, on va pas t'embêter trop longtemps, c'est que t'as des soins à faire et tout juste après. Moi, je me demandais juste, tu nous l'as dit tout proche, là, tu vas peut-être te sélectionner pour les JO, mais comment tu vois la suite? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Déjà, oui, d'être dans l'équipe pour la qualif. Après, de se qualifier aux JO. Je l'espère revenir fin juillet avec la plus belle des médailles autour du cou. Voilà, c'est en tout cas l'objectif et le rêve que j'ai actuellement. Est-ce que l'équipe de France est favorite ou Normalement, oui. On a fait championne d'Europe et 3e au monde. On n'a pas été qualifié d'office parce que, justement, par rapport au ranking que j'expliquais tout à l'heure, il y a déjà 4 équipes, en fait, qui sont déjà qualifiées grâce à leur ranking. En fait, c'est le ranking national pris sur les 100 premières joueuses de chaque pays. Et donc, nous, en France, on était juste derrière la Roumanie. On se classait 5e, du coup. Et parce que, en fait, leur 100e joueuse, par exemple, elle avait fait 7 tournois, alors que nous, elle en avait fait qu'un. Donc on a perdu un peu de points sur ça, on a pris du retard. Donc pas d'office qualifié, c'était dommage. Mais du coup, là, c'est vrai que les compteurs sont remis à zéro. Au TQO, on est 20 équipes, il y aura 3 places. Et en fait, ça va être la guerre, et le niveau, il va être plus élevé qu'au JO au final, parce qu'au JO, il y aura que 8 équipes, et donc 4 qui sont déjà qualifiées, et voilà. Donc du coup, objectif pour le TQO, c'est d'être dans les 3 premiers. C'est ça. Donc petite finale, la gagner, quoi. C'est ça. Minimum. Et c'est tout ce qu'on te souhaite, parce qu'on a envie de te voir cet été c'est dans gentil. La télé. On va essayer, j'espère. Pas de souci. On finit généralement, Laetitia, par une petite question signature de Lagan Podcast. Si jamais tu avais à décrire en 3 mots cette journée là du 25 mai 2019, lesquels seraient-ils? Famille, parce que donc il y avait ma famille, mais le CBBS c'était aussi ma famille. J'ai tissé des liens très forts là-bas. Après, émotion, parce que j'ai vécu un peu toutes les émotions aussi à Charnay. Ça n'a pas été toujours très très rose. Et la gagne. Pour finir, la gagne, parce que voilà, on a gagné. Merci beaucoup. Bon, merci Laetitia d'avoir pris du temps pour cette petite interview et pour nous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut. Ciao. C'est la fin de ce 22e épisode, les winners. Et nous remercions encore Laetitia d'avoir accepté de se livrer au micro de La Gagne. Vous pouvez suivre Letty sur son compte Instagram @LettyGuapo, tout attaché. Encore félicitations à toi Letty et à tes coéquipières bien sûr, Marie-Ève Paget,
Minia Touré et Sohana Lucé. Vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que l'équipe de Lagan Podcast et ses auditeurs seront derrière leur télé cet été durant les JO de Tokyo. Avec Clément et Ophélie, nous espérons que les victoires de nos champions vous inspirent autant que nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant @LaganPodcast. N'oubliez pas non plus de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des messages via nos réseaux. Continuez, car cela nous donne beaucoup de force. On compte sur vous. Rendez-vous lundi, dans 2 semaines, pour une nouvelle histoire de gagne. On reste en contact sur les réseaux sociaux et on vous dit à très vite les winners. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir la gagne.